Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour s'intéresser à quelque chose qui, espérons-le, devrait être assez intéressant, à savoir le Topcraft Design R1, le smartphone gratuit. Alors je sais que tout ça peut paraître un petit peu bizarre, donc on va commencer avec quelques petites explications. Donc ce téléphone est, enfin ce smartphone, attention, est un smartphone gratuit. Pour une très bonne raison, c'est que c'est le genre de choses que vous pouvez avoir comme cadeau. Alors par exemple pour l'abonnement à certains trucs. Donc dans le cas présent, celui-là a été obtenu après avoir assisté à une présentation pendant pas mal de temps de quelqu'un qui veut vous vendre. Alors je sais plus ce que c'était dans le cas-là, c'est pas moi qui évidemment l'ai récupéré, mais je crois que c'était pour vendre des matelas dans ce cas-là. Donc à la limite un petit peu de l'arnaque où on vous vend le soi-disant meilleur matelas du monde et si vous avez participé à la présentation, vous avez le droit à un smartphone gratuit et vous avez également le droit d'acheter un produit à un prix plutôt élevé. Rassurez-vous, aucun matelas n'a été acheté durant l'obtention de ce modèle, donc on va pouvoir y jeter un coup d'œil. Parce qu'il m'a été donné donc il y a à peu près un an maintenant, et honnêtement je l'ai utilisé quoi 5 minutes, j'ai vu honnêtement la merde que c'était, il n'y a pas d'autre mot. Et je l'ai mis de côté, je sais pas pourquoi j'aurais dû le balancer, mais je me suis dit, peut-être qu'un jour ça pourrait faire une vidéo. Et bah, ce jour est arrivé. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à ce Topcraft Design R1. Donc tout d'abord, on a une boîte qui est assez banale, hein, une boîte blanche et verte, avec évidemment aucune vraie marque, hein. On a Topcraft Design, mais enfin, ok. Une petite sélection d'applications avec bizarrement Twitter et Facebook qui ont réussi à se mettre là-dedans. Pas sûr qu'ils aient demandé l'autorisation pour mettre les logos sur la boîte. Et on n'a absolument rien sur la boîte à part au dos, où alors déjà de choses un petit peu bizarres, on a une phrase en français. Ouais. La capacité de mémoire disponible dépend des logiciels et applications préinstallés, et ça vous allez voir que franchement, c'est une grosse blague. C'est notamment ce qui rend en fait ce smartphone complètement inutilisable. Ensuite, on a une grosse sélection d'icônes en dessous. Donc, on a un écran de 5 pouces. On est sur un smartphone de 5 pouces. On a ce qui doit être du Wi-Fi, GPRS. Bon, gaming, ça, ça reste à voir. On a un écran tactile, on a Android, on a un processeur, je suppose, quad-core 1,3 GHz avec deux appareils photo. On a une batterie, c'est pas mal. On a une lampe torche. Alors là, après, ça tourne un peu dans des trucs bizarres. On a de la musique. Fast charging, j'attends de voir ça. High impact glass, ouais. Du courrier. Flash share, aucune idée de ce que c'est. Nous avons un smartphone électronique, bonne nouvelle, l'OTG, la radio, GPS et la beauty camera, tout ça pour dire donc caméra frontale. À l'intérieur donc on retrouve voilà, le smartphone, je l'avais rangé comme ça, et également donc j'avais collé le protège-écran sur la boîte. C'est que ici qu'on nous dit qu'on a la 3G, le smartphone en lui-même, on va mettre ça de côté 2 secondes, et on va regarder, alors je crois que j'avais laissé les accessoires à l'intérieur, exactement, ça s'est même collé visiblement. Donc on a une petite notice sur Android, rien d'intéressant. On a un câble donc micro USB, USB-A, de qualité, bon rien d'incroyable, mais honnêtement j'ai vu pire comme câble. Et on a le chargeur charge rapide. Alors bon d'abord 5 volts 800 mAh, donc le fast charging on y repassera. Mais c'est clairement le chargeur le plus léger que j'ai jamais vu. Il est factice, c'est pas possible. Si, un port USB. Mais je pense qu'on peut le démonter assez facilement. On essaiera de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être à la fin de la vidéo, parce que comment on peut faire quelque chose d'aussi léger? Ça doit être une belle merde encore une fois. Bref, mettons tout ça de côté pour le moment. Revenons un peu sur ce Topcraft Design modèle R1. Donc voilà la bête avec son écran de 5 pouces, coque en plastique à l'arrière, vitre en verre quand même sur le dessus, c'est pas du plastique, avec petite bordure chrome sur le côté, un bouton home, alors oui c'est vrai que c'était encore le bouton, j'appuie 3 fois sur le bouton home et il reste coincé dans le, derrière la vitre, voilà, si vous appuyez un peu trop à droite du bouton, il reste coincé, et le ressenti est absolument horrible, il n'est pas du tout équilibré, le bouton est plus de ce côté-là que de ce côté-là, ce qui fait qu'il y a un trou à droite, c'est absolument horrible. On a donc nos deux boutons retour et multitâche. En haut, on a sans doute ce qui doit être le capteur de luminosité. On dirait qu'il n'y a rien derrière, je sais pas s'il y en a un. La grille donc pour le haut-parleur, la caméra frontale avec une ouverture qui est absolument microscopique. C'est quoi ça? Un flash à l'avant? On verra. Et à l'arrière, donc on a flash également, un appareil photo avec une ouverture qui est également toute petite, un haut-parleur, micro USB, une prise jack, donc on a plus de connectique que sur la plupart des smartphones aujourd'hui, puis bouton power et volume up, down, quelque chose d'assez classique. Alors est-ce qu'il s'allume? Ça c'est pas gagné par contre. Oh. La batterie doit être à plat, pas de grande surprise là-dessus. La dernière fois que j'ai testé quand même il fonctionnait, donc j'espère qu'il fonctionne toujours. On va donc le recharger en utilisant justement le chargeur charge rapide. On va voir un petit peu ce que ça donne.
Est-ce que ça marche déjà? Est-ce que ça va pas exploser? Problème supplémentaire concernant le chargeur, ils ont repris un design qui est un peu ce qu'on a sur certains chargeurs style nord-américain où ils ont ce bloc carré comme ça avec juste les deux broches qui dépassent. Le problème c'est que ça sur nos prises européennes ça fonctionne pas trop parce que soit on a des prises comme ça qui sont fines et du coup bah évidemment ça rentre pas, soit vous dites bah c'est pas grave on va prendre une prise où il y a la terre, ça rentre pas non plus puisqu'il y a la broche de terre qui dépasse. Donc ce truc-là est inutilisable sur toutes les prises en fait récentes. Ou alors il faut trouver une prise qui n'a pas la terre ou les anciennes prises également qui étaient juste plates, un peu moins sécurisées. Donc non seulement ce truc-là est d'une qualité douteuse, mais en plus de ça vous pouvez pas l'utiliser sur les prises les plus sécurisées. Remarquez si ça peut éviter une explosion, pourquoi pas. C'est la raison pour laquelle sur les adaptateurs vous avez cette partie-là justement qui permet de mettre ça dans une prise. Visiblement il est vivant donc je vais le laisser charger un peu et ensuite on va essayer de l'allumer. Ok, visiblement il a repris suffisamment de batterie pour démarrer, on a quelque chose d'assez cheap. Les angles de l'écran sont absolument horribles. Sérieusement, c'est même plus une musique de démarrage, c'est une chanson complète. Alors déjà, ça fait complètement cheap, plus aucun smartphone n'a ça maintenant, enfin plus aucun bon smartphone n'a de son comme ça au démarrage. Mais là, c'est... J'avais jamais vu ça encore. Il manquerait plus que je me prenne une histoire de copyright là-dessus. Pour finir l'histoire, donc... Ouh, ok. Visiblement, on a 2% de batterie. On est sous un vieil Android. On doit être sur Android 4. Quelque chose, 4.4 probablement. On a quand même quelques applications de préinstallées. Donc, comme on l'a vu sur la boîte, hein, on a bien Facebook de préinstallé. WhatsApp n'était pas sur la boîte, mais enfin, visiblement, il est préinstallé. Allons dans les paramètres, voir 2-3 trucs. Ok, donc on est sur un Android 4.4.2. Donc, on n'est pas sur quelque chose de tout neuf. Version de bande basse 2016. Alors, le principal problème, si je me souviens bien, avec ce téléphone, et ce qui fait que même s'il est terrible, ça le rend cette fois-ci complètement inutilisable en tant que smartphone, c'est le stockage. Puisque on a un total avec rien dessus, hein, vraiment ce qui est installé de base, de 16,61 mégaoctets disponibles. Alors voyons voir combien de photos on peut prendre avec 16 mégaoctets. Ouf, 12 photos apparemment, si c'est bien ça. On peut changer la qualité peut-être. Ok, mettons les photos en qualité max. Ah, on est déjà en maximum, ok. Non, quoi? Le mec qui a fait les bruitages visiblement s'est fait plaisir. Alors évidemment la qualité vidéo est juste terrible. Qu'est-ce que ça donne? Ouf. Ok. On a un mode vidéo également. Voyons voir combien de secondes on peut filmer. Ça freeze. Oui. Quoi? D'accord. Ah, 9 secondes. Taille maximum atteinte. L'espace de stockage est... Attendez, on a vraiment pris tout le stockage là? Il y a quand même encore un peu d'espace disponible. On a pris quoi? 2 photos et 9 secondes de vidéo. Est-ce qu'on peut installer une application? Normalement, j'avais peut-être connecté mon compte Google, ou alors je vais le faire, puisque on a le Play Store d'installer, autant l'utiliser. Vu le stockage qui reste, on n'a pas le droit à beaucoup de choses en termes d'application, donc on va essayer d'installer CPU-Z. Normalement, CPU-Z prend quasiment rien en stockage et ça devrait nous donner quelques infos. Voilà, 1,43 mégaoctets, ça devrait quand même pouvoir le faire. On a réussi à installer une application. Ok, quelques infos. Donc on a un processeur MediaTek MT6572 à 1 GHz, un dual core. Où sont mes 4 cœurs? Ils nous ont menti en plus de ça. 4 cœurs à 1,3, ouais c'est ça, on a 2 cœurs à 1 GHz, je m'étonne que c'est si lent. Donc on a, voilà, charge CPU, on est à rien faire, on est 50-60%. On a un GPU, donc un Mali 400. L'écran est reporté comme 4,08 pouces, alors qu'on a clairement un écran qui fait plutôt 5 pouces. D'ailleurs avec un truc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a une petite marge noire tout autour de l'écran, ce qui fait vraiment pas terrible. J'ai l'impression également qu'il n'est pas centré, la bordure ici semble un petit peu plus épaisse que là. Et on a également donc l'écran qui est clairement sous la vitre. Alors les écrans aujourd'hui, sur les smartphones aujourd'hui, l'écran est collé à la vitre. Les deux font partie du même sandwich, mais là on a clairement un espace entre le digitizer, le tactile et la dalle LCD qui se trouve en dessous. Enfin bref, tant qu'on y est, donc notre écran qui fait apparemment 480 par 854, ce qui a l'air cohérent. Manufactureur Alps, ouais, pourquoi pas. On a total RAM 212 mégaoctets de RAM, disponible 38 mégaoctets, bah forcément Android en prend déjà quasiment tout, et stockage 0,13 gigaoctets. On a 130 mégaoctets de stockage dispo, et il nous reste plus que 70 mégaoctets de libre, en ayant pris 9 secondes de vidéo, 2 photos, et en ayant désinstallé WhatsApp. Non, visiblement on n'a pas de capteur de proximité, ni de capteur de luminosité, donc on n'a pas la luminosité automatique, et on n'a pas la fonction également qui permet d'éteindre l'écran quand on est en appel. À quoi sert ce trou là alors? J'en sais rien. Alors le bouton qui reste coincé m'a quand même permis de trouver un truc, c'est que si on reste appuyé sur le bouton,
ça nous affiche donc le multitâche. On va pouvoir libérer un peu de RAM. Mais pourquoi ce truc? Voilà, il y a un problème de mappage dans les boutons, clairement. Il y a un truc qui va pas là, c'est pas normal. Le navigateur fonctionne, on peut quand même accéder à Google. Donc pour un smartphone, on a évidemment quelque chose d'un peu, comment dire, un peu moisi, très clairement. On peut installer aucune application, on peut pas prendre de photos, les caméras sont terribles, on peut pas prendre de vidéos, enfin 9 secondes. Enfin on va pas se plaindre, c'était gratuit, donc c'est toujours mieux que rien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va arrêter de jouer avec un téléphone pourri sous Android 4.4.2, mais on va plutôt essayer de le démonter pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'aimerais bien savoir notamment quelle quantité de RAM il y a d'installé et quelle quantité de... Sérieux, lorsqu'on l'allume et lorsqu'on l'éteint, mais c'est pas possible. Bref, donc je disais, on va essayer de le démonter, on va voir quelle puce de RAM et quel stockage il y a d'installé là-dedans, parce que pour avoir seulement 180 mégaoctets de stockage et 200 mégaoctets de RAM, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Alors je tiens à le dire également, mais on n'est pas sur un produit qui date de 2012 ou un truc comme ça, on est sur un smartphone qui a été fabriqué relativement récemment, quelque chose comme 2017-2018, donc on n'est pas sur une vieillerie où on peut se moquer qui tourne sur Android 4.4.2. Ce truc-là a été fabriqué à une époque où Android 4.4.2 était déjà obsolète. Ok, donc sous la coque en plastique, visiblement en polycarbonate plus ABS avec les fausses antennes dessus, nous avons la batterie. It's more than imagination, pourquoi pas. Ils nous ont mis des petits effets sur la batterie, donc on a une batterie 2050 mAh. Vu la taille de la batterie, j'arriverai encore à les croire. Tout va bien avec la batterie d'ailleurs, elle a même pas gonflé, enfin faut dire que elle est neuve en fait, elle a jamais servi. En dessous, donc on a bien notre modèle R1, on a bon, on a quand même de quoi mettre une carte micro SD, donc on peut quand même augmenter le stockage. On a deux emplacements pour deux cartes SIM plein format visiblement. Ah justement, tenez, une preuve de la fabrication. Donc on est sur 08 2017, donc on est sur un smartphone qui a été fabriqué en août 2017. Donc encore une fois, on n'est pas sur un truc de 2012, Made in China, CE. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ils ont mis le marquage CE sur le chargeur. Sérieusement. Donc on va pouvoir continuer notre démontage. Il y a tout un tas de vis tout autour, que du cruciforme. Donc ça va être assez simple à démonter. Habituellement, je ne conseillerais pas forcément de travailler sur un smartphone avec un tournevis électrique. Mais pour le coup, ça va faire gagner du temps. Bon, évidemment, il faut encore avoir le bon embout. On peut au moins donner un truc, le démontage est plutôt simple, en tout cas jusque-là. Donc on a cette coque arrière avec donc le haut-parleur qui se trouve dedans. On a également donc les antennes qui sont collées sur la coque avec des points de contact à l'intérieur. En dessous, on a des choses qui sont pas très très belles à voir. Donc on a notre vibreur qui est ici, qui est assez gros d'ailleurs, et donc assez terrible en tant que vibreur. Le petit micro qui est mis là, donc juste devant le trou qui ressort à l'extérieur. Très mauvaise nouvelle également, donc c'est que jusque là les deux sont soudés. Également donc c'est cette petite carte qui contient le contact en dessous pour le bouton. Donc le switch c'est tout simplement un petit dôme métallique qu'on écrase, hein, quelque chose d'assez classique avec le petit picot en dessous qui dépasse, qui appuie dessus. Alors vous aurez peut-être remarqué, je ne l'ai pas précisé, mais la vitre avant donc est en verre et le bouton est en plastique, ce qui donne une texture différente entre les deux, ce qui est pas terrible également. Alors un truc que je viens de remarquer et qui fait dire que cette carte mère est juste générique, c'est que vous voyez qu'ici on a des connecteurs donc speaker, donc pour le haut-parleur qui se trouve sur la coque arrière. Et vous voyez qu'on a donc les plots de contact ici, moins et plus, qui sont utilisés dans notre cas. Et on a deux autres plots de contact ici, plus et moins, qui peuvent être utilisés dans une autre configuration. Donc ce qui fait dire qu'on a une carte mère qui est un petit peu générique et qui a été faite pour aller dans différents châssis. Pareil ici, vous voyez, on a des contacts plus, moins, on a d'autres contacts ici. Ici, on a ce qui doit être pour un connecteur pour une antenne. Également ici, donc on a trois lamelles. Donc ça, c'est les connecteurs pour justement l'antenne qui se trouve sur la partie plastique. On a trois petites lamelles, alors qu'on n'a que deux plots de contact à l'arrière. La troisième appuie sur du plastique. Donc on va essayer d'extraire la carte mère. Elle est tenue visiblement par deux vis, c'est tout. Donc ça devrait être très rapide. Donc on a un connecteur ici pour libérer une nappe qui correspond à je sais pas trop quoi. Et ensuite, on doit pouvoir sortir la carte avec... Oh non, ils l'ont vraiment fait. Les boutons, qui sont donc sur le côté ici, n'ont pas de connecteurs. Ils sont directement soudés sur la carte mère. Donc c'est encore pire que je croyais. Donc non seulement nos boutons sur le côté sont directement soudés sur la carte mère, mais l'écran et le tactile sont également soudés. Il n'y a absolument pas de connecteur pour rien. Je ne sais même pas pourquoi ils se sont embêtés à mettre un connecteur pour la petite nappe qu'on a là, alors qu'ils en ont mis aucun autre. C'est clairement pas conçu pour être réparé. Est-ce qu'on peut retirer ça d'ailleurs? Visiblement, ils ont quand même été assez lourds sur le Capton, pourtant ce truc-là vaut assez cher. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs sous ce pad, donc qui est là pour servir de masse? Donc on a bien un flash à l'avant, avec la caméra frontale, on a bien donc le flash arrière avec la caméra arrière. Les deux caméras sont sur la même nappe et sont évidemment soudées
sur la carte mère. Comment ils ont réussi à faire deux modules qui se connectent sur la même, la même nappe flexible? C'est assez, enfin, assez étonnant, j'ai jamais vu ça encore jusque-là. Donc vous remarquerez encore une fois qu'il y a plein de contacts à l'arrière, ce qui est assez étonnant encore une fois. DP, DM, RX, TX, PKY, VBAT. Tension de la batterie, on a un GND, on a ici une connexion pour je sais pas quoi, là c'est pareil, on a du reset, du grand, du SDA-SCL, VDO, c'est assez extraordinaire. Donc visiblement on a le modèle D31MB, donc MB Motherboard version 2.3, ça sous-entend qu'il y a eu d'autres versions. Alors malheureusement il n'y a aucune puce à l'arrière, tout se trouve sur le dessus, ils ont réussi à faire quelque chose de vachement compact quand même, donc tout se trouve en dessous des shields ici, et le problème donc c'est qu'il y a tous nos connecteurs donc pour carte SIM qui se trouvent au-dessus, ils ont fait un beau petit sandwich. Et donc ça va être difficile de retirer tout ça pour aller voir ce qui se cache en dessous. On a également une puce de chez Mediatek ici, donc qui est à l'air libre, qui doit certainement être soit gestion de la batterie, soit quelque chose comme la puce pour gérer le Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de faire, donc c'est dessouder les deux connecteurs qu'on a là pour essayer de sortir l'écran du châssis, voir comment c'est là-dessous. Ce qui va me permettre d'extraire la carte mère et ensuite je pourrai essayer d'accéder au processeur, à la RAM et au stockage pour voir quelle puce on a d'installer, donc qu'est-ce qui est physiquement présent là-dessus. Et je suis de retour avec donc le Topcraft Design R1 en un petit peu plus de morceaux qu'avant. Donc j'ai démonté un peu tout pour qu'on puisse y jeter un coup d'œil. Il y a quelques petits trucs assez intéressants. On va commencer par la carte mère. Donc j'ai enlevé le connecteur qui fait donc double SIM et micro SD. J'ai également enlevé les deux shields métalliques pour révéler donc tous les composants donc sur la carte mère. Donc on a une solution de chez Mediatek, ils ont utilisé beaucoup de puces de chez Mediatek. On retrouve donc notre MT6572, donc c'est un petit SoC, un petit système on a chip, dual core, ARM Cortex A7, et c'est un truc qui est pas récent, hein, très clairement, si vous allez voir sur le site de Mediatek, c'est un processeur donc, qui est une solution entrée de gamme pour les smartphones 3G. La puce qui se trouve à côté est assez intéressante, donc c'est une puce de chez Samsung, c'est une puce hybride qui contient à la fois la mémoire RAM et la mémoire ROM, donc on a à la fois le stockage et la RAM. On a donc 250 mégaoctets de RAM, donc ça va à peu près avec ce qu'on avait vu sous CPU-Z. Et on a là-dedans, tenez-vous bien, 500 mégaoctets de ROM, donc 500 mégaoctets de stockage pour installer Android et toutes les applications. Donc pas étonnant qu'ils utilisent Android 4.4, puisque je suis même pas sûr qu'on puisse faire tenir un Android 5 ou plus récent sur 500 mégaoctets de stockage. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a si peu d'espace disponible. Autour, on a différents composants de chez Mediatek. Donc celui-là s'occupe du Wi-Fi, celui-là s'occupe de la gestion de l'alimentation, d'où sa proximité avec le connecteur pour la batterie, et la partie là s'occupe de tout ce qui est connexion cellulaire. Au niveau de ce que peut gérer le SoC Mediatek, il peut gérer donc au niveau caméra jusqu'à 5 mégapixels et une résolution vidéo jusqu'en 720p. Donc voilà, pas étonnant qu'on ait des caméras pas terribles non plus, puisque de toute façon ce truc-là peut pas faire mieux. Au niveau du reste des composants, donc j'ai retiré également la nappe qui contient donc le micro et le vibreur, pas grand chose de ce côté-là, à part qu'elle était soudée évidemment comme on l'a vu. On a donc le châssis qui est en aluminium, c'est tout simplement de l'aluminium moulé. Bon, je sais pas pourquoi il y a le MF ou 11F à côté, bon ça c'est des marquages justement lors de la fabrication, lors du moule qui est utilisé pour fabriquer cette pièce. Évidemment donc l'écran lui est collé sur l'avant, vous avez les restes de la colle en haut et en bas. Donc au niveau de l'écran c'est assez intéressant également. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on a donc effectivement une conception en deux parties où le LCD n'est pas collé à la vitre, comme quasiment tous les smartphones maintenant et depuis déjà pas mal d'années. C'est une conception un peu plus ancienne. Vous avez donc un adhésif tout autour qui permet de maintenir le LCD en place et vous avez un tout petit espace entre donc la dalle et le tactile. Les deux boutons tactiles en bas, donc retour et multitâche, font également partie du tactile. Et tout ça donc est connecté via la petite nappe qu'on avait en haut. Et donc derrière on a la dalle LCD. Donc je ne sais pas quelle technologie est utilisée. Vu les angles de vision, on doit être sur du TN certainement. J'ai pas endommagé la dalle, donc il doit y avoir possibilité de la faire refonctionner. Mais malheureusement donc il faudrait trouver comment donc la piloter, sachant qu'on n'a pas de connecteur non plus, donc il faut arriver à se souder là-dessus. Et vous voyez encore une fois qu'au niveau de l'écran, donc on a une date, 2017-03-25. Les deux petites surprises qu'il y a eu quand même, donc le bouton Home est en aluminium, je croyais qu'il était en plastique, mais non, c'est bien de l'aluminium usiné. Donc ça c'est assez surprenant parce que à la sensation on aurait plutôt dit du plastique. Et également il y avait donc, sur l'un des shields, alors vous l'avez peut-être vu avant, mais il y a donc une pastille pour savoir si le téléphone a pris l'eau. Je sais même pas pourquoi ils s'embêtent à mettre ça dans le téléphone, parce que de toute façon, qui va renvoyer ça en garantie? Alors, encore une fois, celui-là était un cadeau, était gratuit, mais on peut les acheter pour, je crois que j'en ai encore trouvé pour une trentaine d'euros, mais qui va renvoyer ça en garantie? Et de toute façon, comme on l'a vu, ce truc-là est quasiment irréparable, rien n'est sur connecteur, donc jamais un truc comme ça ne sera réparé. Donc je sais même pas pourquoi ils s'embêtent à mettre une pastille, mais donc c'est une pastille qui donc est blanche au départ, et si vous mettez de l'eau dessus, et si j'arrive à l'amener jusqu'à la goutte d'eau, vous pouvez voir comment ça devient rouge. Évidemment, c'est quelque chose qu'on a dans tous les smartphones, et c'est ce qui permet
permet, quand vous renvoyez votre smartphone en garantie, de s'assurer que c'est pas un dégât des eaux. Et j'ai mis plein d'eau sur la carte mère. Donc voilà tout pour ce Topcraft Design R1, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo jusque là, je pense que ça va peut-être être un petit peu long, mais comme je vous l'ai promis en début de vidéo, on va essayer d'ouvrir le chargeur juste pour voir s'il y a quelque chose là-dedans. J'ai même pas pu l'essayer puisque j'ai pas réussi à le brancher encore. Bon, la seule bonne nouvelle apparemment, c'est que j'ai jamais vu quasiment un chargeur aussi simple à ouvrir. Bon, il y a quand même quelque chose, on n'a vraiment pas grand chose, ils ont strictement mis le minimum. On a un pont de diode, la capa donc pour redresser tout ça, notre transformateur, on a donc un composant en dessous, donc c'est le genre de petits composants qui font à peu près tout en un. Au niveau de la sortie, on a une diode, une capa de filtrage et hop, port USB. Mais voilà, ce truc-là est certainement plus un danger qu'autre chose. Si j'étais fou, il me resterait un truc à faire, c'est essayer de le réassembler et voir si ça marche toujours. Ni vu ni connu. La question est évidemment, est-ce que ça fonctionne toujours? Pas sûr que le bouton power fonctionne toujours, il a été un petit peu, comment dire, déchiré durant le démontage. Yes! Oh putain, ça marche toujours aussi. Et le tactile ne fonctionne plus, visiblement il n'a pas aimé les fissures, ce qui veut dire que ce truc-là est mort. Donc voilà, c'est tout pour ce magnifique Topcraft Design R1. On a pu voir l'un des pires téléphones possible quasiment. Alors évidemment ce truc là étant gratuit, bon comme on pourrait dire, gratuit c'est toujours mieux que rien. Chez nous ce genre de truc c'est soit utilisé pour vraiment le smartphone le moins cher possible ou alors pour des arnaques, un petit peu comme c'était le cas ici. Après peut-être que ce genre de téléphone peut se vendre sur certains, disons, marchés émergents, mais en tout cas ces trucs là sont clairement pas destinés à chez nous. Dommage que j'ai pas une balance pour vous donner le poids du chargeur, j'ai pas de petite balance, balance de trafiquant de drogue, donc j'aurais bien aimé poser ce truc là, mais bon, croyez-moi il est en tout cas super léger, j'ai jamais vu un chargeur aussi léger que ça. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais ranger un peu ce bazar. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller faire un tour sur youtube.io/goodwin pour soutenir la chaîne. Peut-être que je referai d'autres vidéos de ce genre à l'avenir. Alors, peut-être pas forcément sur le smartphone le moins cher possible. Peut-être sur des trucs un petit peu plus intéressants techniquement. Mais en attendant, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine.